Bonjour. En fait, les vidéos que je suis en train de faire ont un rôle beaucoup plus pédagogique parce que je suis enseignant. Ici, il s'agit de travailler sur les stratégies utilisées. Je ne veux pas entrer dans les détails en ce qui concerne les stratégies militaires, pas entrer en profondeur là-dessus, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut parler des stratégies politiques, des stratégies diplomatiques et montrer que, en fait, que ce soit le Rwanda, que ce soit la RDC, tous ces deux pays sont des victimes. En fait, je ne peux pas encourager l'économie de la guerre. Je ne peux pas encourager un pays à envahir un autre pays. Je ne sais pas. Il y a des personnes qui pensent que je suis pour le Rwanda. D'autres pensent que je suis pro RDC. C'est-à-dire République démocratique du Congo. Rien de tout cela. Je suis pro-humaniste. Je suis proche de tous ceux qui évitent de faire couler le sang. De tous ceux qui considèrent l'humain comme un être sacré. De tous ceux qui pensent que la résolution pacifique des conflits est la meilleure option. Voilà ce en quoi moi je crois. Voilà ce avec qui je suis proche. Il y a des personnes qui me disent que le temps a quelque chose. Non. Ce qu'il faut savoir, c'est que quoi, je vais vous raconter un peu pour que vous puissiez bien comprendre ce qui se passe dans la région des Grands Lacs. Ce qui se passe dans la région des Grands Lacs est très compliqué et c'est très complexe à comprendre ou encore à soutenir un camp. Avant, n'oubliez pas, pour que vous puissiez un peu avoir une idée de celui qui est qu'on appelle Paul Kagame. Paul Kagame, c'est celui qui a commencé la guerre à 22 ans. Autour de 22 ans, Paul Kagame était déjà engagé auprès de Yoweri Museveni au niveau de l'Ouganda. Il va soutenir Yoweri Museveni et Yoweri va prendre le pouvoir en Ouganda dans les années 80. Et maintenant, le renseignement, c'est-à-dire le travail d'espion. Paul Kagame va travailler en tant qu'espion pour l'Ouganda pendant plusieurs années. Jusqu'en 1994, lorsque les Tutsis renversent le pouvoir Hutu au niveau du Rwanda. Le Rwanda est un tout petit pays, très petit, par rapport aux autres pays qui environnent. C'est le plus petit pays, je crois, de cette région-là. Et il faut comprendre un peu le comportement, pour mieux comprendre le comportement de Paul Kagame aujourd'hui. Donc Paul Kagame a travaillé pendant plusieurs années comme espion dans l'Ouganda. Et Yoweri Museveni va l'aider à entrer comme rebelle en 1994 pour libérer le pays, selon ses dits. Et le pasteur, on va d'abord prendre un pasteur comme président du pays, du Rwanda. Jusqu'en 2000, lorsque le pasteur a démissionné et les élections seront organisées. Mais entre-temps, en 1997, comme la RDC, la République démocratique du Congo, abritait constamment des groupes rebelles, plusieurs groupes rebelles, toujours à l'est du pays, et qui perturbaient constamment la quiétude de Kigali, alors ils vont se décider de changer de chef d'État, de faire quitter Mobutu Sese Seko, de l'enlever, de faire en sorte qu'il ne soit plus président de la République démocratique du Congo. Et c'est dès lors qu'ils vont commencer à travailler pour cela. Ils vont prendre un homme du nom de Laurent Désiré Kabila qu'ils vont former, qu'ils vont entraîner, ils vont lui confier des troupes qui vont l'aider à accéder au pouvoir. Et Kabila va attaquer par le Rwanda, en passant par le Rwanda, va attaquer, soutenu par le Rwanda, l'Ouganda et bien d'autres pays. Il va réussir à prendre le pouvoir en 1997. Et ce qui va se produire bien après, c'est que Kabila, Laurent Désiré Kabila, sera à la merci de Paul Kagame
et de Yoweri Museveni, parce que n'oubliez pas, sont eux qui l'ont aidé à accéder au pouvoir, Laurent Désiré Kabila. Et les contrats seront signés, mais jusqu'à là, Paul Kagame est un stratège, est un fin stratège. Pour cela, il va se, au plan juridique, il sera difficile d'attaquer Paul Kagame. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, Laurent Désiré Kabila va chercher à s'en sortir des griffes de Paul Kagame, c'est-à-dire va chercher sa liberté, malgré le fait que ses services de renseignement, le renseignement, plus de la moitié du renseignement congolais sera rwandais, ougandais, pendant la période de Laurent Désiré Kabila, étant donné qu'il ne fait pas confiance aux personnes de Mobutu. Il va nommer à la tête du renseignement, des services de renseignement congolais, des personnes à qui il fait confiance. Et sur les qui il faisait confiance à qui? À l'époque, il n'y avait pas trop de Congolais à qui il faisait confiance. Il va donc nommer des Rwandais, il va donc nommer les Ougandais à la tête du renseignement congolais. Et des personnes disent que le service de renseignement rwandais, que Paul Kagame a infiltré le gouvernement congolais. C'est pas totalement faux. Mais il faut savoir une chose, c'est que quoi? C'est que Paul Kagame est un fin stratège. Étant donné que, au plan international, il a prouvé qu'il est là pour la stabilité de la sous-région et qu'il combat les guerres ethniques. Qu'il ne peut pas accepter qu'une tribu se prétende être supérieure aux autres. Et après le génocide, n'oubliez pas qu'après le génocide de 1994 au Rwanda, les Hutus, plus de 2 millions d'Hutus occupent une parcelle de l'est de la République démocratique du Congo. Et ces Hutus sont entrés dans la République démocratique du Congo avec leurs armes. Ils n'ont pas été désarmés par la MONUSCA. Ils n'ont pas été désarmés. Et ils sont restés, et chaque fois ils font des offensives, ils restent comme des rebelles pour le pouvoir de Kigali. Kigali se sent constamment menacé, sentant constamment menacé, est obligé de riposter, d'attaquer. Parce que si la base arrière, si par exemple les rebelles qui attaquent constamment le Kigali, qui attaquent constamment le Rwanda, sont situés en RDC, il vaut mieux les contenir en RDC. Étant un fin stratège, il a donc tout fait pour contenir ces groupes rebelles qui pouvaient l'attaquer. Et c'est comme ça donc qu'il a créé. Donc déjà, il faut savoir que la création du M23 dont on parle trop, c'est quelque chose qui a commencé dans les années 2006. 2006. Et a s'est accentué en 2009. Et le M23 a été véritablement, officiellement créé en 2012. Et a eu une victoire. Et c'est le gouvernement de Kinshasa, soutenu encore par Kigali et aussi par la MONUSCA, qui va réussir à... Vous vous souvenez de Laurent Kunda, qui était le fin rebelle. Vous pensez que c'est qui l'a arrêté? C'est Kigali, c'est Paul Kagame qui a aidé à arrêter ce rebelle du M23. Celui-là qui perturbait, qui faisait que Kinshasa n'avait pas de sommeil. Et il faut donc comprendre que malgré sa bonne volonté à vouloir stabiliser la sous-région des Grands Lacs, il est constamment accusé par le pouvoir de Kinshasa de créer le désordre dans l'est de leur territoire. Et il faut comprendre une chose. Un élément perturbateur est entré dans le jeu. Il s'agit du ministre Constant Mutamba. Le ministre Constant Mutamba, c'est celui-là qui est un politicien qui prétend être de l'opposition congolaise. Le Congo pense résoudre les problèmes en utilisant la rue. C'est une erreur très grave. J'ai bien dit dans une précédente vidéo que c'est une très grande erreur, une très grave erreur que les autorités du Congo sont en train de commettre. S'ils pensent que ils peuvent réussir en libérant les Kuluna, en faisant en sorte que les diplomates ou les étrangers soient menacés dans leur propre territoire. J'ai dit dans cette vidéo, il y a un devoir pour les autorités de Kinshasa de protéger tous les habitants de leur pays. Je précise bien, tous les habitants de leur pays.
S'ils pensent attaquer les ambassades, attaquer une ambassade, c'est attaquer directement le pays. C'est-à-dire, bon, je sais que peut-être derrière ça, la France sait à quel jeu elle joue. Parce que dans le fond, c'est vrai, on va dire que l'ambassade française a été attaquée. Vous savez, il faut éviter de jouer le jeu du pyromane pompier. C'est à ce jeu-là que jouent beaucoup d'Occidentaux dans la région des Grands Lacs. Paul Kagame est accusé, parfois à tort, parfois à raison, dans les conflits qui existent dans la région des Grands Lacs. Est-ce que c'est le Rwanda qui soutient le M23? Il y a en fait, des hypothèses à émettre. Et on va discuter par rapport à ces hypothèses-là. En fait, au niveau des Grands Lacs, il y a plus de, je pense, plus de 100 groupes armés. Vous savez, chaque groupe d'autodéfense, chaque milice, chaque société de gardiennage est considérée dans cette zone-là comme étant une milice et qui menace la stabilité, étant donné que le pouvoir de Kinshasa n'arrive pas à stabiliser la région en mettant par exemple des policiers, des gendarmes, des militaires pour pouvoir sécuriser les entreprises d'extraction minière. Alors, ces entreprises-là font appel aux sociétés de gardiennage, aux sociétés privées de gardiennage, c'est-à-dire ou encore aux milices qui vont sécuriser leur zone d'exploitation. Et si vous faites donc appel à ces milices, ceux qui exploitent, ce sont des personnes qui seront prêtes à tout pour protéger leur business. Le M23, n'oubliez pas, a ressurgi en 2024. Depuis la défaite de 2013, le M23 avait été défait. Et les membres du M23 accusent le pouvoir de Kinshasa de ne pas respecter les accords. J'ai dit dans une précédente vidéo, c'est que les rebelles ou encore les membres du M23 appellent accord le pouvoir de Kinshasa ne considère pas que c'est un accord. Parce que on ne négocie pas avec les touristes, on ne négocie pas avec les rebelles. Même si dans les coulisses, on négocie. Je voulais donc insister sur cette hypothèse, c'est-à-dire le fait par exemple d'avoir beaucoup de groupes de gardiennage, beaucoup de groupes, des personnes armées dans son territoire et qu'on ne contrôle pas cette partie du territoire, c'est quelque chose de dangereux. Et en fait, ce pouvoir de Kinshasa de sécuriser son pays, de sécuriser son territoire, j'ai bien dit, ces groupes rebelles, plus de 126 groupes de rebelles au niveau de cette sous-région qui déstabilisent constamment les pays voisins. Cette région est considérée comme étant une base arrière pour beaucoup de groupes rebelles soutenus par le pouvoir parfois de Kinshasa. Et lorsqu'il y a des accords, on a parlé des accords de Nairobi, des accords de Kampala en Ouganda, des accords en fait, il y a plusieurs accords qui ont été faits. Et l'autre jour encore, dernièrement encore, le président kenyan parlait encore de cela. L'idéal, c'est une résolution pacifique du conflit. Paul Kagame est constamment cité, est nommément cité dans presque tous les rapports de l'ONU, qui est celui-là qui finance le M23. Selon ses prétentions, il financerait le M23 par des armes, il financerait le M23 par les hommes. Mais dans tout ça, j'ai dit, il faut avoir des preuves et des preuves solides de ce qu'on avance. C'est vrai, je ne soutiens pas la déstabilisation de la République démocratique du Congo. Je ne soutiens pas non plus toute autre personne qui viserait à déstabiliser notre pays, parce que ceux qui souffrent le plus, surtout ceci, c'est le peuple, c'est la population qui est déplacée,
il y a des déplacés internes, des déplacés externes. Il n'y a que tous ceux qui ne savent pas. Il y a des abonnés qui m'ont dit à la guerre comme à la guerre. Non. Vous dites ça parce que ça ne vous concerne pas. Et parfois parce que vous ne savez pas ce que c'est que la guerre. La guerre, il faut l'éviter. Je vous ai dit dans une précédente vidéo, pour mieux gagner une guerre, il vaut mieux ne pas la faire. Pour mieux gagner une guerre, il vaut mieux ne pas la faire. Beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est que la guerre. C'est la raison pour laquelle elles pensent que ce qui est en train de se passer en République démocratique du Congo, c'est un film. Ce n'est pas un film, c'est une réalité. Gérer un pays, gérer un gouvernement n'est pas une chose facile. Gérer un pays, gérer un gouvernement n'est pas une chose facile. Gérer un pays tel que la République démocratique du Congo demande avoir un service de renseignement poussé. C'est vrai, il y a ce qu'on appelle de l'égocentrisme par rapport aux différents leaders congolais. Parce que beaucoup de personnes, beaucoup de Congolais, beaucoup de membres de l'administration, beaucoup de membres de la police, beaucoup de membres de l'armée sont corrompus. Il y a plusieurs personnes qui sont corrompues et qui privilégient leurs intérêts personnels à l'intérêt commun. Et ce qui est dangereux. Parce que, en fait, si tous les services travaillaient normalement, je crois que, quelque part, cette guerre pourrait être arrêtée en longtemps encore. Et j'avais proposé aussi en RDC de changer, parmi les propositions que je donnais, de changer son système politique. La RDC doit être un pays, selon moi, lorsqu'un pays est grand, même s'il n'est pas suffisamment grand, lorsqu'il y a des velléités égoïstes, égocentristes, il vaut mieux avoir des institutions très fortes. Avoir par exemple, créer un pouvoir central et fédérer, créer par exemple des régions, c'est-à-dire des États qui puissent dépendre de l'État fédéral. Voilà ce que je peux proposer pour résoudre le problème de la RDC. Le pays est vaste. Si dans chaque région, surtout ça, dans cette région du Kivu, dans cette région du Goma, peuplé avec près de 2 millions d'habitants, vous voyez, c'est une population qui est presque la population de certains États comme le Gabon. En fait, il faut avoir des institutions très fortes, avoir des personnes sérieuses qui travaillent pour le gouvernement, avoir des personnes fidèles, des personnes honnêtes, des personnes non corrompues pour pouvoir espérer avoir un pays stable. Il faut négocier aussi avec les voisins, travailler avec les voisins. Vous ne pouvez pas demander à un voisin de vous aider et de travailler à votre place. Paul Kagame n'est pas un citoyen congolais. Paul Kagame est un citoyen rwandais. Ce n'est pas à Paul Kagame de mettre l'ordre, de mettre la sécurité en République démocratique du Congo. Et ce n'est pas non plus lui qui met le désordre. Il a dit, il n'a rien à voir avec le M23. Le problème, c'est que les Congolais ont voulu créer des guerres ethniques, des guerres. Les autorités congolaises, pas les Congolais, les autorités congolaises ont voulu créer une guerre ethnique au niveau de l'Est de la RDC. Les Hutus qui sont là-bas et qui créent constamment des conflits, qui créent constamment des problèmes dans la sous-région. C'est-à-dire, n'oublions pas qu'il y a d'abord des Rwandais. Les Rwandais, il y a des Rwandais Tutsis Hutus. Il y a aussi des Congolais Hutus, des Congolais Tutsis. Et donc, les Congolais Hutus créent constamment les problèmes aux Congolais Tutsis. Et c'est ce que Paul Kagame essaye de chercher à résoudre à tout moment. Et Paul Kagame ne contrôle pas les populations de son pays. Les populations de son pays peuvent à tout moment quitter le Rwanda pour aller au Congo. Vous voyez par exemple, il est difficile de faire la différence entre un Tutsi congolais et un Tutsi rwandais. Ça crée un sérieux problème. Parce que n'oublions pas aussi qu'il y a un autre cas. Les sociétés de gardiennage, les sociétés, c'est-à-dire ces milices privées, qui dans leur temps libre peuvent aller faire le business. La plupart des temps, n'oubliez pas, les mercenaires se vendent au plus offrant. Les mercenaires se vendent au plus offrant. Et personnellement, si je pouvais donner un conseil
à ces personnes-là, j'ai bien précisé tout ce que je suis en train de dire est à but académique. Donc, je suis enseignant, j'essaye de développer des idées et actuellement même en RDC, le comportement du ministre de la Justice avec ses intimidations à la population et on intimide jusqu'à intimider les avocats de la défense. Jusqu'à intimider les avocats de la défense lorsqu'il y a des procès. C'est la raison pour laquelle on pense que même ces procès, par rapport aux différents Koulouna qui ont été arrêtés à RDC, ce sont des procès déjà où on connaît l'issue. Aucun de ces procès, lorsqu'on a dit qu'on a arrêté quelqu'un, en fait, lui qui est avocat et qui sait que une personne qui doit défendre, c'est-à-dire s'il doit défendre une personne, il doit défendre coûte que coûte cette personne-là, intimide les avocats, les menace d'emprisonnement et il fait en sorte que ces avocats ne soient pas capables de travailler correctement. Les procès organisés en RDC sont très souvent des procès à la va-vite, des procès dont on connaît déjà l'issue. Ce ne sont pas des procès équitables. N'oublions pas, c'est vous qui êtes à la tête de la RDC. Vous avez les possibilités de chercher des personnes compétentes pour vous conseiller. Parfois, c'est très mal conseillé. C'est comme ça que vous pouvez perdre facilement. Et vous êtes au pouvoir, vous pouvez facilement perdre le pouvoir. Vous pouvez même être arrêté et même être jugé. Et n'oublions pas, c'est vous qui dirigez actuellement la RDC. Vous devez tout faire pour que les personnes se sentent en sécurité, que les personnes sentent que leurs biens sont en sécurité dans votre pays. Je vais revenir un peu à ce que a fait Stéphanie Mbida. Elle a convaincu beaucoup d'investisseurs congolais et beaucoup d'investisseurs africains et du monde à venir au Congo investir. Ces investissements, c'était dans le domaine des mines. L'idée pour elle, c'était de créer, par exemple, des entreprises qui devaient faire en sorte que les mines prennent de la valeur et qu'il y ait un véritable essor économique. J'ai dit dans une précédente vidéo, moi je voyais la RDC très loin, proche même d'un pays comme le Nigeria. Beaucoup de similitudes concernent le Nigeria et la RDC. La RDC a près de 100 millions d'habitants. Le Nigeria a près de 200 millions d'habitants. Mais les deux pays sont vastes. Les deux pays ont des challenges, des défis. Et je crois que chaque fois, il faut copier ce qui est bien ailleurs. Abonnez-vous et partagez au maximum possible cette vidéo. On se voit prochainement. Inch'Allah.